va traiter l'un des sujets les plus hilarants de l'histoire du Team Nencast. Et franchement, très chers auditeurs, ce soir, vous allez vous régaler. Quelle que soit l'heure où vous allez écouter ce podcast, encore une fois et encore une fois, là, on va traiter la crème de la médiocrité. Avec un duel entre deux premiers tours de draft de notre période 95-2010 qui nous a clairement surpris. Et je dirais même pas déçus à tel point qu'ils ont été médiocres tout au début de leur carrière. Et concrètement, vous allez vous y reconnaître. Deux intérieurs, un qui a été drafté en 1998 et l'autre à la draft 2001. Je parle bien d'un duel entre Michael Olowokandi et Kwame Brown. Kwame Brown, le, on va dire le poulain de Michael Jordan qui commençait ses conneries. Ça ouf, MJ. Il a dit, t'inquiète, avec moi, tu vas régner sur la NBA. Il était patient. Après les premiers entraînements, il le regardait bien méchamment. Ouais, ça ouf. MJ commençait déjà ses dingueries, hein, Samuel. Hein. Ouais, et en plus, Olawokandi, t'as pas dit, mais lui, c'était le poulain d'Abdul Jabbar. Donc, entre poulains de merde, tu vois, les mecs, ils sont bien tombés. Abdul Jabbar, on va dire allez, le papa spirituel de Michael Olowokandi. Et de l'autre côté, t'as MJ, du côté de Kwame Brown. En tout cas, ces deux personnes sont servies au niveau de la formation, au niveau du leadership. Ah, C'est bah, sûr, totalement. c'est sûr, parce que Vas-y, déjà, excuse-moi. t'as Michael Olowokandi qui arrive aux Clippers, du coup, lui, qui a en plus une étiquette, enfin, d'intérieur un peu puissant et mobile, et du coup, on le met direct, un des mecs les plus légendaires à ce poste-là, et qui est pour moi le plus légendaire, donc Abdul Jabbar pour le coacher en coach perso, lui Yes. qui est à Los Angeles, du coup. Donc c'est pas loin pour lui pour aller entraîner un mec qui joue aux Clippers. Et de l'autre côté, Kwame Brown, c'est un des choix forts de Michael Jordan qui décide de prendre un mec qui sort directement du lycée. Bah, de toute façon, j'allais dire Rapide. un peu pareil. Hein. J'allais dire, bon, c'est pas le même style de relation qu'on a entre Kwame Brown, Michael Jordan et Abdul Jabbar et Olowokandi. Abdul Jabbar et Olowokandi, c'était un coach qui était là. C'est un peu le coach comme Hakim Olajuwon qui va apprendre quelques moves à certains joueurs NBA. Donc il était un peu c'était un peu dans cette démarche là, Abdul Jabbar. Et Tout il à s'est fait. exprimé d'ailleurs sur cette expérience. Il a dit que c'était désastreux. Jamais vu un mec comme ça, un mec qui écoute pas, un mec qui écoute pas. On dirait, vraiment, je sais pas, tu t'es entraîné par Abdul Jabbar, t'écoutes, mais Abdul Jabbar il dit t'es claqué, moi je dis ok, je suis claqué, mais vas-y, dis-moi maintenant. Et le mec, il prenait tout personnellement. Et pour Michael Jordan et quand même, c'est plus une relation organisationnelle où là Ouais. t'as MJ qui est vraiment dans l'organisation des Wizards et qui participe vraiment aux décisions. Et, euh, et bon, les deux, enfin, t'as Michael Jordan qui s'est trompé et t'as Abdul Jabbar, que bon, il a essayé d'apporter quelque chose, une plus-value à Olowokandi. Bon, Olowokandi, il doit s'en mordre les doigts aujourd'hui. Bah, non, même, je pense qu'il doit même pas s'en mordre les doigts. Il doit dire, vas-y, Mais lui, non, il avait tort, Abdul Jabbar. mais c'est ça qui est incroyable. Si on repart un petit peu dans le background de ces deux individus que nous traitons ce soir, hein, très chers auditeurs et auditrices, on a affaire à deux profils quand même différents, issus de deux milieux différents, je devrais dire. Michael Olowokandi, né au Nigeria, à Lagos, hein, ça devrait faire plaisir à Samuel, qui en effet passe sa jeunesse à Londres, hein, bien entendu, d'un père diplomate nigérian, donc ça change des parents américains qui ont plusieurs fois déserté leur foyer. Hein, donc là, on a affaire à un papa très proche. Et Michael Olowokandi va essayer plusieurs sports hein, durant son enfance, hein, c'est-à-dire le triple saut, le saut en longueur et bien entendu le football, hein, avec on connaît bien le passif nigérian et avec le football. Je suis sûr qu'il Un était passif. claqué partout. Non mais arrête un peu. Non, en fait, il était même plutôt même pas mal à ce qui paraît, il y avait de bons échos. Et c'est seulement à l'âge de 17 ans que ce monsieur touche un ballon de basket. Il a jamais joué au basket de sa vie. C'est-à-dire à la cité, même nous en street, il est absent. Et c'est à 17 ans qu'il commence à toucher le ballon de basket. Mais est-ce que vous voyez l'écart entre à l'âge de 17 ans
Et son premier tour de draft, on parle d'un homme qui est né en 1975. Hein. C'est La légende incroyable quand dit même. que, la légende dit qu'à 17 ans, il a touché son premier ballon et que à la fin de sa carrière, il avait toujours pas appris à le maîtriser. Après, c'est une légende, quoi. C'est une carrière de 35 minutes aussi. Mais, Samuel, je compte sur toi pour terminer ces garçons. Alors, Michael Olowokandi va en effet prendre la direction de la fac de Pacifique, d'accord. Alors en fait, le coach de l'époque était très impressionné par ses mesurations, 2,16 m, avec les bras allongés, ça fait 2,29 m. Donc, on a affaire à un profil extrêmement rare aujourd'hui en NBA, en tout cas à l'époque. Et donc, concrètement, Pacific va même se positionner. En plus, juste à mentionner, Trafic, tu as peut-être des informations là-dessus, c'est que Olowokandi n'a pas bénéficié de bourse. C'est lui-même qui l'a payé. Ah bah, j'avais pas cette information, mais bon, ça m'étonne pas s'il est fils de diplomate, Ouais. c'est normal, mais bon, aller en université sans payer de bourse, c'est-à-dire que le mec avait vraiment les moyens. Ouais, ouais. C'est pas le cas de ses confrères NBA Earth sur le terrain. Hein. Beaucoup ont bénéficié de la bourse, notamment pour la fac. Ah non, mais les autres, je sais pas, juste rapidement, les autres, ils doivent tout donner au SAT. Hein. S'ils donnent pas tout au SAT, c'est cuit pour eux. Le test, là, le test d'aptitude avant de rentrer à la fac. Lui, il a pas Exact, besoin. exactement, exactement. Et par la suite, à Pacific, ça se passe. Alors au début, ça se passe de manière catastrophique parce qu'il ne connaît aucune règle de l'NBA. Il connaît aucune règle du basket tout court. Il connaît pas. Il fait plein de fautes de zone. Il fait des fautes incroyables. Il est vraiment mais pitoyable. Michael Olowokandi, très cher auditeur. Vous vous rendez pas compte de la merde de quoi on est en train de parler. Mais quand même, à son profit, il fait des progrès, il fait des travails prolongés à la Progresse bien. fac. Franchement, il va vraiment se taper hein, pour être performant à la fac. Et à sa dernière année, avant de se présenter à la draft 98, il présente, je crois, un espèce de 22 points de moyenne et 11 rebonds quand même la dernière saison. Hein. Donc, Ouais. Et il a Player of the Year, hein. Player of the Year de exactement. la conf Big West. Hein. C'est quand même fort, Samuel, quand même. Allez, Samuel, dis-le. Ah, en vrai, ouais, c'est fort parce que c'est quand même des stats à avoir en universitaire et pour un mec qui a commencé le basket il y a peu de temps, c'est sûr que c'est fort. Maintenant, enfin, il faut toujours faire attention aux big men en université. Je trouve que, enfin, ça peut être trompeur. Il suffit que le mec soit un peu en avance physiquement, et C'est qu'il vrai. soit un peu costaud et que par rapport aux autres, du coup, enfin, il a une plus-value au niveau de la masse musculaire ou autre et qui fait qu'il dominera les mecs de son âge alors qu'il n'est pas forcément fort et qu'en NBA, quand il va arriver face aux autres mecs de son poste, les Shaq et j'en passe, qui seront aussi costauds, voire plus que lui, bah c'est là qu'on va voir s'il est vraiment fort et on a vu après avec le temps que clairement ses stats s'étaient gonflés, ça reflétait sûrement pas le niveau qu'il avait en réalité. Ah bah ouais, c'est sûr. Hein. Là, en NBA, il va affronter des mecs comme Dumpy, hein, des mecs. Oui, c'est compliqué hein, de se battre au rebond avec eux. Hein. T'es essoufflé. Hein. Eh, Mais, t'as dit d'un pire, frère. T'as dit d'un ah pire. bah, En plus, il est bah loin oui, d'être mais lourd. Hein. non, mais c'est des mecs comme ça, c'est compliqué de jouer contre eux. C'est des mecs, des mecs qui sont durs. Ils sont durs à, à battre. Ils sont tellement durs. Et, euh, et du coup, bah là, on peut enchaîner directement avec sa première saison rookie. Hein. Euh, Absolument. honnêtement, 8,9, 7,6. Honnêtement, pour moi, c'est pas un flop total. En tout cas, pour moi, c'est pas un flop total. Alors, Ça va. Tu vois, en fait, c'est une déception, mais ça va. C'est pas, genre, je ne dis pas je dis pas directement bust. non, mais s'il te plaît, Rafik. Là, encore une fois, ça, c'est encore ton côté mec des Bucks, mec du Nord, fragile. Non, 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 non. Il faut Quoi? aller mais, il faut aller sur le terrain. non, mais Samuel et moi, on va remettre des choses dans l'ordre dans le poulailler par rapport à ce monsieur. Michael Olowokandi, tu joues au poste 5, tu joues pivot. C'est anormal pour un numéro 1 de draft d'avoir que 43% au shoot. Non, c'est minable. Je suis c'est désolé. minable. Mais tu as dit Quoi? qu'il y a trois. Mais tu as dit qu'il a commencé en fait, il a commencé le basket il y a 3 ans. Donc on Mais ne peut pas.
Genre, le mec, c'est pas Olajuwon, tu vois. C'est des mecs comme Olajuwon, il n'y en a pas un tous les 2 ans, Non, tous les non, mais, non, 10 mais, ans. C'est, Rafik, s'il te plaît. Ce n'est pas le seul responsable à cette situation par rapport à Michael Olowokandi. Ce n'est pas lui en première ligne, d'ailleurs, parce que moi, je mets plutôt en avant Elvin Baylor, où on va revenir notamment par rapport à cette draft 98, juste avant qu'on attaque les premières saisons de Monsieur Olowokandi. C'est clairement grave d'avoir opté pour Olowokandi, alors qu'au cours de cette draft, Samuel, il y a quand même du beau monde au Bah niveau ouais, des il y a Paul intérieurs. Pierce, il y a Vince Carter, t'as Dirk Nowitzki, voilà. normalement, c'est une draft qui est costaud, hein. Et ils ont pris le pire mec, quoi. Le mec, enfin, je suis désolé, le mec, il est Non, il y a pas mauvais. pire, il y a pire, il y a pire, il y a pire. Ah, il Je est suis désolé. mauvais, il a un gros déficit technique, et en plus de ça, le mec qui se fait appeler Candyman, il fait peur à personne. Pour ceux qui savent pas, Candyman c'était un film d'horreur, le mec il disait devant le miroir Candyman 3 fois, il apparaissait, il s'était fait bouffer par du miel, là, d'abeille, et il découpait Exactement. la tête. Et le mec il s'appelle Candyman, il a fait peur à personne, quoi. Enfin, voilà. Samuel Leroy Tucker, messieurs. Infernal pour descendre le mot Candy, comme vous avez bien pu vous en apercevoir sur les différents podcasts que nous avons sur Team Duncast. Attends, franchement, Rafik, tu viens quand même être d'accord avec Samuel, quand même. Regarde-moi cette draft et regarde ce qui est ce type. Mais oui, mais de toute façon, Elgin Baylor, il en a fait des erreurs. Et en plus, on l'a laissé vraiment, on l'a laissé le temps. Vraiment, il a été général manager pendant plus de 10 ans. Et honnêtement, il y a des personnes qu'on a évincées pour moi. Et, mais, déjà, pour moi, il y a pire comme flop dans cette draft. T'as le choix de Robert Taylor qui est très haut. Le mec n'a pas eu de carrière NBA. Il a fait quoi, 5 ans, 6 ans, et après, il est mort tragiquement. Euh, t'as, Ouais. t'as, en fait, pour moi, 8,9, 7,6, tu vois, je me dis, la saison d'après, il peut faire un genre un 13,2, 11,3, tu vois, genre il peut, et jusqu'à avoir des stats, genre des stats d'un joueur comme Bogut, genre un mec qui tourne en moyenne en moyenne à 13 points et accompagné de 11 rebonds. Mais après, ce sont uniquement des stats. C'est vrai que sa contribution sur le terrain n'était pas si ouf que ça. Ah non, non, Et le non, pas du tout. comportement aussi. Le comportement, Karim il disait, quand je lui faisais des remarques, il venait me voir pour me dire me critique pas devant les autres, s'il te plaît. C'est quoi cette mentalité de merde? Enfin, Ça ouf. c'est un perdant. Et C'est-à-dire que le mec, t'as une légende comme Ouf. Karim Abdul-Jabbar qui te donne des conseils, tu dis ah mais s'il te plaît, me te critique pas devant les autres, s'il te plaît. Enfin, je sais pas, le mec il était cuit, vraiment, franchement il était cuit. Candyman. Et encore la semaine, on parle de ses jeunes années en carrière. On parle d'un mec qui a été drafté en 98, donc il fait ses 5 premières années aux Clippers. Alors, c'est vrai, Rafik, selon ton observation, malgré le fait qu'au niveau du shoot, c'est quand même assez grave, enfin, c'est quand même mauvais pour un poste 5 d'avoir des pourcentages aussi faibles. C'est assez préoccupant. Même au lancer franc, 48%, 65%, c'est un peu mieux que chaque. Mais après, on descend à 54. Et puis surtout, Michael Olowokandi a eu des problèmes au genou, très rapidement en carrière, sans oui, compter. oui, oui. Alors maintenant, par rapport à Olowokandi, avant qu'on passe à Kwame Bam, il faut qu'on évoque également sa fin de période aux Clippers. Qu'est-ce qui s'est passé et quels ont été les différents conflits, Rafik? Bah déjà, avant de parler d'arriver au conflit, rapidement sur la saison 2 et la saison 3, c'est pas satisfaisant, mais il fait de plus en plus de matchs entre guillemets référence. J'ai noté quelques-uns. Il fait un 24 points, 17 rebonds contre Indiana, contre Tega. Il fait un 17 points, 20 rebonds contre Quoi? Atlanta. Oui, Hein? il fait un. Ouais, c'est le Oh match là qu'il a là. réalisé. Il lâche un 27 points, 8 rebonds contre Dallas. Ça, c'est la deuxième saison. Là, je parle Oh, Rick lors de cette deuxième Smith. saison. Oh, Ah Rick ouais, Smith. non, Bon. Oh. peut-être qu'il était absent ce match-là, hein. Je sais Et pas. même saison 4, par contre, sa quatrième saison, là où il commence à avoir un peu à gagner un peu en notoriété, il fait un match à 30 points, 16 rebonds contre Chicago, 27 Waouh. points, 15 rebonds contre Boston, 26 points, 17 rebonds contre San Antonio. Donc il commence à faire des belles performances. Et même sur les 23 derniers games de la saison 2001-2002, il lâche un 16,5 points, 9,6 rebonds de moyenne. Ah ouais, Et quand c'est même, en hein. fait c'est quand il a commencé, et c'est pour moi c'est là pour moi que c'est un type assez misérable, Olowokandi, je le dis. C'est que dès qu'il a commencé à performer, il a commencé à être critique envers son organisation et envers ses joueurs.
Et là, donc, Incroyable. je reviens à ce que tu dis, Damas. Euh, il a commencé à critiquer l'organisation sur les choix de prolongation de contrat. Il disait, ben Ouais, voilà, comment vous voulez qu'on joue bien avec des mecs qui nous prolongent pas? Il critiquait la c'est gestion un de ouf. l'organisation, clairement. Clairement. C'est un ouf. Et du coup, bah, il a été mis à l'amende pour ça. En tout cas, là, pour le coup, il le dit plus tard qu'il aurait dû fermer sa gueule. Regarde-moi ça. Incroyable. Il faut quand même signaler que les Clippers, saison 2001-2002, à qui on réserve en effet un épisode, de ces fameux Clippers années 2000, les Q Richardson et Darius Miles, les Lamar Odom et le John Brown ensuite par la suite, étaient quand même une équipe Les Guignols. prometteuse, Nokolo Bokanzi. T'as dit quoi, Oui. Samuel? Les Guignols, j'ai dit les Guignols. Tu vois? Une équipe Toi de qui supportes, Guignols. mais toi qui supportes les Lakers, tu t'amuses bien quand tu vois ça au loin. Ah, c'est drôle, hein. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est que ce type-là, il a tout fait pour partir. Et après, il est parti aux Wolves. Mais aux Wolves, c'était catastrophique. Le mec, il s'est fait tacler par Ervin Johnson. Et Ervin Johnson, je parle pas de Magic, hein. Ils portent le même prénom, mais ils ont pas Ouais. le même talent, hein, les mecs, hein. Je peux vous Ah, pas Pas assurer. du du tout. tout. Pas du tout. Pas du tout. Ah, vraiment pas. Pas du tout. Pas du tout. Ervin Johnson, une sacrée armoire. Alors en effet, Samuel, comme tu l'as dit, Michael Olowokandi partira aux T-Balls pour un contrat de 16 millions de dollars sur 3 ans. Alors de l'autre côté, il y a aussi un autre phénomène auquel il faut attaquer le sujet, c'est un certain Kwame Brown. Kwame, alors pas Kwame, le nom de famille fameux des Ivoiriens. Là, c'est Kwame Brown, bien sûr. Ah, il faut quand même dire bonjour à nos amis ivoiriens qui nous écoutent. Elle a dit quoi, mais les Ivoiriens? Bah, parce que c'est Ah généralement leur nom putain. de famille, je le sais. Attends, on a grandi dans des milieux cosmopolites, Samuel, quand même, hein, toi aussi. Oh. On a connu un Kwame au lycée avec Samuel. Ah, je suis... C'est pour ça qu'il est cuit, je pense. ah Ah, putain. Ah, il est dur, ce type. ah, je savais pas. Bah écoutez, bah, passez-lui le bonjour au loin, hein, profitez-en, c'est son podcast à lui aussi. Eh ben, en tout cas, Kwame Brown, messieurs, on a affaire à un prospect lycéen qui est quand même exceptionnel. Bah, Ouais. exceptionnel, lui, en termes de stats. Vas-y, de toute façon, c'est ton gars, Samuel. Ah, lui, je vais le Je te laisse. finir. Je vais vraiment le finir. Allez. Parce que lui, c'est le pire. Lui, là, Kwame Brown, c'est un gars, quand même, quand tu le vois, là, déjà, il vient de Caroline du Sud, en plus, tu vois, on a un petit côté, tu vois, d'habitude, je les aime bien, les mecs de là-bas, tu vois. Là, le gars, il commence au lycée, genre, le mec, c'est une bête physique, il bat les records de rebond, je crois qu'MJ, il a dit quand il l'a vu jouer, parce que je crois qu'MJ est parti le voir jouer, il a dit, en gros, oh là, j'ai jamais vu un phénomène pareil, il faut pas qu'on passe à côté. Mais Yes, qu'est-ce yes. qu'il avait pris, Michael Jordan? il, Il est cuit, je il crois. avait les yeux rouges. Il avait les yeux rouges, pas Les possible. yeux jaunes, les yeux jaunes. Les yeux jaunes, frère. Les yeux jaunes, jaune pisse là pour voir ça. Il a dit, genre, en gros, c'est un phénomène. Genre, il avait jamais vu ça. Genre, et ce mec, du coup, il arrive au Wizard, numéro 1 de la draft. Mais après, j'ai envie de dire que sa draft 2001, c'est quand même une draft qui est quand même très naze, hein. C'est vrai. Elle est Faut le pas dire, ouf, hein. elle est pas ouf. Elle est pas Allons-y, ouf, hein. Samuel. Allez, Bah, allons-y. à part Tony Parker, quand même, t'as qui dans la draft 2001? Oh, Allez, fort. t'as Tyson Chandler et Pogazol, tu vois. Mais après, il y a des mecs, enfin, ça me fatigue. t'as Bon, non, t'as quand même des bons mecs. T'as T'as Zach Jefferson, Randolph. t'as Zach Randolph, t'as Joe Johnson. Mais en fait, t'as pas de star vraiment, on va dire. T'as beaucoup de mecs bons, des bons joueurs de basket, mais t'as pas de crack, tu vois ce que je veux dire. Et quand tu vois qu'au niveau les 3 premiers choix de la draft, c'est Non, des pivots en quand vrai, même, hein. elle est pas dégueulasse, mais Bah, elle est c'est pas pas ouf. une draft de ouf. Elle est moyenne, Non, parce que mais t'as c'est quand même l'une du des drafts. Arenas, t'as Mais du Arenas, t'as du Zach Randolph, t'as même du Gerald Wallace, des mecs comme ça, hein, des mecs qui ont une carrière plus que honnête de NBA. Hein. Non, mais Ouais, soyons ouais, t'as clairs. même Richard Jefferson. T'as des mecs sympas, en fait, mais t'as pas de gros cracks, quoi. Alors, juste à la décharge de Michael Jordan, à ce qui paraît, il aurait fallu que Jordan, en fait, Jordan, pardon, s'est intéressé à Elton Brown. Il s'est intéressé à Elton Brown pour mettre en place un échange. Et de l'année passée, bien sûr, parce que lui, il était déjà aux Bulls. Et lui, en fait, il voulait faire cet échange-là. Ça n'a pas été fait. Kwame Brown a été sélectionné. C'est des rumeurs de David Falk, un agent de la NBA qui avait mentionné ça. Mais en effet, Michael Jordan valide donc l'arrivée de Monsieur Brown. Monsieur Brown qui sort quand même des stats au lycée qui sont quand même intéressantes. Hein. Alors, il a signé, en fait, avec
la fac de Florida pour partir donc avec la fac de Florida State. Mais en effet, donc Washington va se présenter comme vous l'avez dit, messieurs. Et en plus, on va même lui faire un interview parce qu'il commence à avoir déjà des idées à ce qu'il soit numéro 1 de draft concernant le Kwame Brown. Il faut qu'on vous rappelle, très cher auditeur, que Washington est passé à côté d'un numéro 1 de draft sorti du lycée en 95, Kevin Garnett. Ils sont passés à côté de ce profil-là. Et donc, ils se disent là qu'il faut pas refaire la même erreur. Bon, là, concrètement, c'est le jour et la nuit qu'ils ont encore fait comme connerie en prenant Kwame Brown. Et Kwame Brown dira dans un interview qu'il ne se sentait pas prêt pour être numéro 1 de draft. Il le dira très clairement. Il se sentait pas prêt pour cela, à subir ces choses-là. Quoi qu'il en soit, il sera sélectionné en première position. Et les premières années de Kwame Brown, Rafik, c'est très compliqué. Oui, c'est compliqué. Je pense que toutes les difficultés que peut rencontrer un premier choix de draft, elles ont été exacerbées chez Kwame Brown parce il avait pas la maturité, il avait pas la capacité émotionnelle et mentale pour le monde de la NBA. Là, vraiment, c'est pas pour moi, c'est pas le basket le souci, c'est vraiment que en fait la NBA, il faut être prêt physiquement et niveau basket, mais pour moi, c'est juste 40, moi, je dirais même 40% de ce qu'il faut. Pour moi, il y a 60%, c'est tout ce qui est émotion et mental. Comment tenir toutes les critiques des médias, les critiques de l'organisation, le rythme des matchs, et tout ça. Comment tenir ça émotionnellement? Et il s'est effondré, le poteau Kwame. Il s'est effondré. Mais t'as raison, en plus, le mec, je pense que c'était un gros bébé. Il n'était pas prêt pour la NBA. Et quand il arrive, il fait une saison rookie, 4,5 points, 3,5 rebonds. On parle d'un intérieur quand même. D'un intérieur qui est numéro 1 de draft, qui a un corps, c'est une armoire à glace, le mec. Et il tourne à 4,5 points, 3,6 rebonds, je crois. Et le mec est tellement nul, son équipe est tellement nulle aussi, que Michael Jordan est obligé de sortir de sa retraite. Vraiment, c'est comme si aujourd'hui là, il y a Jean-Michel Aulas là, il va jouer avec l'équipe. mais on va où? Le mec c'est le président de l'équipe, il t'a sélectionné à la draft, mais t'es tellement nul qu'il vient jouer avec vous et en plus il est plus fort que vous. C'est trop quand même, c'est trop. C'est incroyable. Laporta là, il va aller jouer avec le Barça là. Mais par contre, tu parlais de l'enfance plutôt plus que cool de Olo Candy. Là, c'est tout le contraire pour Kwame Brown. Hein. Déjà, il est issu d'une fratrie de 8 enfants. Il est le 7e. Il a 2 grands frères qui font de la prison. Le père aussi, il a fait de la prison pour homicide volontaire sur sa petite amie. Donc il y a un passif homicide volontaire sur sa petite amie. Il l'a tué vraiment. Homicide volontaire, il a dit ça. Genre comme s'il était avocat, Rafik. Mais c'est vrai. Homicide volontaire. Mais c'est pour dire, c'est pour appuyer sur la difficulté de la situation. Vraiment. Bien sûr, c'est vraiment ça, tu vois. Genre, imagine, tu vois, ça aurait pu être involontaire. Par exemple, il est en gaufre son daron et il percute quelqu'un sans faire exprès. Et c'est, tu vois, et là, c'est juste quand je dis homicide volontaire, c'est pour montrer à quel point il était avec un daron fou, en fait. Mais vraiment. Il est batté, hein. Voilà. Il est batté, hein. Père violent. Et en fait, tout ça, ça a précipité son envie de rentrer en NBA. En fait, s'il n'y avait pas cet environnement instable, il aurait pris son temps, il serait allé à Florida State. Et là, il a dit, il faut que je mette la MIF, aux Bahamas. Il faut que j'envoie la MIF aux Bahamas, il faut que je l'habille en Gucci. C'est plus possible. Et voilà. Et voilà. Et on en arrive à ce genre de situation quand c'est précipité. On en arrive à ce genre de situation, en effet, parce que les stats de Kwame Brown sont clairement décevantes, en effet. Première saison, vous l'avez bien dit. La deuxième saison, il fait plus de matchs. Il est aussi plusieurs fois sur le terrain. 7,4 points par match, 5,3 rebonds. C'est des stats concrètement d'un mec qui sort du banc, hein, puisqu'il fait 22 minutes. Mais clairement, c'est décevant, notamment au niveau du scoring. Je parlais tout à l'heure des pourcentages de shoot. Il était à 38% la première saison et il est à 44% l'année d'après. Pour un intérieur, c'est clairement insuffisant. La troisième saison 2003-2004, ça sera quand même encourageant, mais toujours limite. Ça décolle pas, en fait. Non, ça décolle pas. Et surtout, messieurs, il faut qu'on parle un peu de Kwame Brown parce que
Et sur ce point-là, il a refusé un contrat de 30 millions de dollars sur 5 ans. Mais c'est proprement scandaleux. Il voulait tester le marché. Le mec, il a pas capté qu'il est... Oh, c'est incroyable. Parce que lui et Olo Candy, ils ont quand même eu l'audace de tester le marché en mode ouais, je peux avoir un gros contrat. Mais c'est des ouf, c'est des ouf. Mais moi je pense que ça veut dire quelque chose, c'est que ça démontre qu'ils étaient conscients de la raréfaction de leur profil, qui avait de moins en moins de pivots dominants, parce que post 2000 en pivot dominant, il y en a beaucoup moins que dans les années 90. Et du coup, ils se disent, j'ai une carte à jouer. Je suis un profil rare. On va mettre des sous sur moi. Et du coup, c'est ça, voilà. Et du coup, ils ont eu l'audace maintenant. C'est des fous. Samuel, un mot par rapport à Kwame Brown et ce qui se passe aux Wizards? Il va finir par être échangé avec Chucky Atkins et contre Caron Butler notamment. Donc les Lakers ont eu la brillante idée d'échanger Caron Butler contre Kwame Brown. Voilà, ça se résume à ton rire. Caron Butler est devenu All-Star et Kwame Brown est devenu encore plus nul. Voilà, c'est comment ça se résume. Aux Lakers, il a été une moins-value. C'est-à-dire que le mec, tu pouvais mettre Chris Mime à sa place, tu voyais pas la différence, quoi. Mais vraiment. Mais d'ailleurs, avant même de parler des Lakers, il faut qu'on parle également du cas de Kwame Brown. Juste pour terminer par rapport, il a concrètement raté. Il a quitté les Wizards lors des séries de playoffs 2004-2005 au premier tour. Déjà, Gilbert Arenas, parce que Kwame Brown a des problèmes avec son coach, Eddie Jordan, le métis là aux yeux verts là, le bel homme comme possible, là, Eddie Jordan. Non mais attends, mais on le sait, mais un métis aux yeux verts, vous pensez que ça passe inaperçu? En plus, il s'embrouille avec ses collègues de travail. Arenas, il a fait une vidéo pour pas que le public le voit quand même, c'est incroyable. Avant le début du premier tour de playoff. Mais ça veut dire que cette équipe, vous pouvez pas la prendre au sérieux, les Wizards. Après, on s'étonne que LeBron James les ait frappés plusieurs fois. Donc voilà ce qui se passe. Donc Kwame Brown sera tradé, comme tu l'as dit. Mais aux Lakers, moi, ce qui m'a vraiment, moi, j'ai des souvenirs de Kwame Brown par rapport à, notamment au premier tour de playoff 2006 face aux Suns de Phoenix, cette fameuse série où les Lakers menaient 3-1. Concrètement, qu'est-ce qu'il est nul, putain. Non. Lui et Smush Parker, c'est des poisons pour l'équipe. C'est trop, lui et Smush Parker, incroyable. Mais arrête, Samuel, arrête un peu. Il fait 7 matchs titulaires du côté des Lakers au cours de ce premier tour de playoff 2006. Et Amar'e Stoudemire est absent côté Suns. Il est blessé toute la saison, on s'en souvient tous. Et Kwame Brown finit cette série de 7 matchs avec 12,9 points, 6,6 rebonds. C'est dommage, en fait. C'est vraiment dommage. Parce qu'il aurait pu... 6 rebonds alors qu'en face, il n'y a pas de pivot. Il n'y en a pas. Il y a Boris Dio en face. C'est Boris Dio en face. Et il a pris 6 rebonds de moyenne. Cet épisode, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Parce que vraiment, Kobe Bryant, pour ma part, hein, Kobe Bryant en a eu marre. Alors, messieurs, si vous le permettez, je vais vous sortir un interview de Kobe Bryant par rapport à Kwame Brown. C'était donc avant que Kwame Brown soit échangé avec ce braquage incroyable qu'il y a eu lieu en NBA. Justement, j'allais en parler. Ah bah t'allais en parler, vas-y, on t'écoute, c'est plutôt à toi de parler. Je te laisse sur l'interview, après j'enchaîne, t'inquiète. Vas-y, ça marche. Alors, je cite, il s'agit du match avant l'arrivée de Pau Gasol. J'en suis à quelque chose comme 40 points, c'est Kobe Bryant qui parle, évidemment. Et on approche de la fin du match. En face, il y a Détroit, avec Rashid, Chauncey et les autres. Une époque où on ne devrait même pas être en mesure de leur tenir tête. Et pourtant, avant la fin du match, ils font une boîte sur moi, donc une stratégie défensive. Et je suis collé par tous les Pistons. Résultat, Kwame se retrouve tout seul sous le panier. Mais vraiment tout seul. Je lui fais une passe. Il fait n'importe quoi. Et la balle va en touche. Temps mort. Et forcément, je suis en colère. Il me dit, donc c'est Kwame qui parle, j'étais tout seul. Je lui réponds, oui, j'ai vu, et tu le seras encore, car Rachid t'ignore complètement. On parle de Rachid Wallace, évidemment. Et il me répond, si je suis encore seul, ne me donne pas la balle. J'étais sur le cul. C'est Kobe Bryant qui parle. J'étais sur le cul. Ne me donne pas la balle, vraiment. Je lui demande pourquoi. Et Kwame me dit, si je l'attrape, ils vont faire faute sur moi et je vais rater les lancers. J'étais furax. Je demande à Phil Jackson de le sortir. Et Phil me dit, laisse-le se débrouiller. Résultat, on perd le match 90-89. Et quand je rentre dans les vestiaires, je remine, je suis furieux. Et c'est à ce moment-là que je reçois un appel et on me dit, tu sais quoi, on vient de trouver un truc pour Pau Gasol.
Et ensuite, la suite appartient à l'histoire. Ouais, justement, j'allais te dire, Kobe Bryant, c'est un mec, quand j'étais aux Lakers, j'avais envie de chialer, hein, c'était des années sombres, hein, quand même, ces périodes-là. Tu regardais juste le show de Kobe, mais j'allais te dire que justement, la renaissance des Lakers vient de son départ, et au final, de ce trade avec Pau Gasol, qui, au final, c'est peut-être le mec le plus important du côté des Lakers à cette période, parce qu'en fait, dans tous les mecs nuls qu'on avait, c'est le seul qui restait, on ne sait pas pourquoi, avec une valeur marchande plutôt importante. À Pour le cause de fait qu'il se Jordan. retrouve aux Grizzlies Ouais. à la C'est place grâce de Pau à Gasol, Gasol. c'est quand même incroyable, quoi. C'est grâce à Jordan, ça a plus-value, Rafik. C'est grâce à Jordan, et je pense aussi qu'il y a des franchises qui se disaient, voilà, Kobe Bryant a joué avec Michael Jordan. Michael Jordan, on sait comment il est, c'est un mec qui est dur, etc. Et on sait que Kobe Bryant, c'est quelqu'un qui est plutôt fragile, qui a un manque de confiance en lui. Donc, c'était sûr que c'était voué à l'échec, avec un mec qui a pas de patience comme Michael Jordan. Ensuite, Kobe Bryant, c'est le même profil que Michael Jordan en termes de patience avec ses coéquipiers. Ouais, Pareil, bien sûr. ça améliore pas la confiance du joueur. Et je pense que certains projets se disaient, nous, si on lui offre un environnement où il peut reprendre confiance, il peut nous apporter, on peut faire un braquage, vraiment. Et je pense que c'est comme ça que je pense que c'est peut-être pas sûr ce que je dis, mais c'est peut-être comme ça que les franchises percevaient la valeur qu'il y avait chez Kobe Bryant, lui faire prendre confiance lui faire prendre confiance en lui-même et lui faire prendre conscience qu'il peut être dominant NBA. En tout cas, par rapport à Kwame Brown, on peut clairement s'apercevoir que le choix même du côté des Grizzlies sera infructueux. Ils attendront bien entendu l'arrivée de Marc Gasol, au travers de ce trade avec son grand frère, pour Oui. que pour que les Grizzlies soient profitables. Il ne fera que 15 matchs du côté de Memphis. Il enchaînera avec Détroit pour amener un peu de viande. Mais on voit des stats family, 4,2 points, 3,3 points la saison 2009-2010. C'est une catastrophe. Et en 2010-2011, opposition de propriétaires, Michael Jordan rappelle son petit poulain, début 2000. Qui fera une saison à 7,9 points et 6,8 rebonds. Mais clairement, c'est une fin de carrière en eau de boudin pour Kobe Bryant qui finit vraiment essoufflé avec un dos en compote et des genoux qui seront bien entendu touchés. Faut Côté... signaler qu'il a filé au box quand même, hein. Il a quand même été au box, pour Non, mais pour Rafik, faut le dire. il a pas joué. Non, il a pas joué, au il a Bucks. pas joué. Il a pas joué. Cassé, voilà. Tu voulais encore charrier Allez, hop. Rafik. C'est grave, c'est grave. Mec, il a joué chez Watt et c'est tout. Voilà, c'est Il a tout. pas joué. En plus, c'était une star chez moi, genre, aux Lakers. Non, C'était l'option 2, genre, c'était l'option 2. Et ça, l'option 3, il y a la barre d'homme, mais vraiment, on comptait sur lui. Hein. J'ai déjà vu Kobe Bryant lui faire des passes dans la peinture lors de cette série 2006. C'était vraiment compliqué. Michael Oluokandi, pour terminer par rapport à ce chef-d'œuvre nigérian, la partie Minnesota, en fait, le seul rayon de soleil, c'est qu'il fait partie de l'équipe en 2004 qui ira jusqu'en finale de conférence face aux Lakers. Ah oui, c'est là qu'il est sur le banc. C'est là qu'il est sur le banc et c'est Ervin Johnson qui joue. Mais c'est qui joue scandaleux. pivot, quoi. C'est Mais oui, scandaleux. Je crois qu'il fait un match où il fait un double-double contre les Lakers. C'est le premier match, si je dis pas de conneries, face au Shaq. Donc je sais pas qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Peut-être que Shaq s'est dit on s'en bat les couilles. Shaq s'est dit on s'en bat les couilles, le Wakandi. Oui. Mais c'est trop, quoi. Le mec s'est fait tacler par Ervin Johnson. Non, mais c'est clairement une déception, surtout les saisons 2005-2006 du côté des T-Wolves, parce que ils ne vont pas en play-off côté T-Wolves en cours de cette période-là. Il y a une baisse de niveau de la part de Sam Cassell qui va partir après la saison 2004-2005 et Latrell Sprewell aussi, qui dira que j'ai des enfants à nourrir, avec un gros contrat qui réclamait de la part du front office de Sota. Et t'as Michael Oluokandi, qui a des stats faméliques avec des genoux clairement en compote. Donc, j'imagine que les hygiènes de vie doivent être compliquées, Rafik, pour la fin de carrière. Ouais, mais là, de toute façon, c'est clairement la fin. Il a des problèmes au genou, il y a aussi une hernie, voilà, tout s'enchaîne. Et quand tu fais 2m16 et que tu commences à avoir des points comme ça, en général, c'est pas bon signe. En général, Tout à fait. t'as pas la même capacité de récupération qu'une personne avec des mensurations normales. Mais voilà, hein, en fait, pour moi, sa carrière, elle se termine. En fait, pour moi, sa carrière, elle se termine aux Clippers. Hein. Il n'y a pas de carrière après les Clippers. C'est vrai, il y a rien après les Clippers. C'est parce que c'est les blessures, c'est le genou qui est blessé, il est gêné par ça. Et il a peu de temps de jeu. Il joue en moyenne un peu moins de 20 minutes et à Boston il joue 10 minutes. En plus c'est en 2005-2006. Hein,
Tu pouvais jouer beaucoup de temps en 2005-2006 à Boston. Mais vraiment, t'as fait devant toi Kendrick oui. Perkins qui venait d'être drafté. T'avais pas grand monde, quoi. Oui, bien Pour sûr. ça, en fait, c'est ça qui est catastrophique. Parce qu'en final, tu vois, quand même, quand il est aux Wolves, au final, il est dans une équipe où il est quand même avec Garnett dans la peinture, ou qui peut le libérer de certaines tâches. Il joue en fait dans des équipes, soit il a été dans des équipes où il n'y avait pas de concurrence et il avait clairement le temps de s'imposer, soit il a joué dans une équipe qui était forte et qui jouait le titre, où il aurait pu tirer son épingle du jeu et au final il n'a jamais su faire quoi que ce soit. Donc c'est ça qui est vraiment dramatique. Parce que tu vois, Kwame Brown, au final j'ai l'impression qu'il a jamais été dans les bonnes dispositions. Il a toujours été dans des équipes faibles, dans des équipes qui n'étaient pas faites pour lui, et en plus de ça, d'être pas fort mentalement, il n'avait pas l'environnement autour qui lui permettait de s'épanouir. Mais Olowokanji, j'ai l'impression que lui, il avait tout, et qu'au final, il a rien fait, quoi. C'est encore pire que Kwame. Donc, tiens, t'as frisson final, Samuel. Rafik, tu voulais dire un mot, je crois. Vas-y. Oui, bah, en fait, Olowokanji, c'est le mec à qui on a dit depuis qu'il est tout bébé, t'es le meilleur, t'es le plus beau. C'est un peu, je vais pas dire c'est une réaction normale, mais c'est le profil de l'enfant, l'enfant qui a vécu avec des parents qui devaient lui dire des compliments toute la journée, et en plus t'es fils de diplomate, donc tu crois que t'es le roi du monde, et en plus comme tu viens du Nigeria et que t'es fils de diplomate, t'as pas du tout la même vie que les autres, donc pour toi t'as jamais tort, en fait t'es conditionné à avoir jamais tort, donc c'est pour ça qu'il y a eu ces réactions avec Abdul Jabbar, etc. Et juste avant qu'on conclue, je voulais dire un dernier truc sur Kwame, c'est un désastre sportif et c'est aussi un désastre financier, parce qu'il a perdu 17 millions de dollars Quoi à la fin de sa carrière. Oh là, mais c'est pas possible. Oh là. Apparemment, en fait, en gros, il confiait son argent à une conseillère de la fameuse banque américaine Merrill Lynch, et du coup il a dit qu'au bout d'un moment il manque 17 millions, et du coup il a porté plainte contre ça, la conseillère. Merde. Oh là. Je crois qu'elle a vu à quel point il était fragile. Elle a dit vas-y, je peux lui prendre 17 millions, il va rien dire, il va rien faire. Il va faire quoi en vrai? Ah, mais messieurs, s'il faut faire un point. Alors, Kwame Brown ou Michael Olowokanji après ce fabuleux podcast. D'ailleurs, je vous préviens, quand on fera les highlights de notre podcast, on va clairement mettre des situations où les gars sont, à mon avis, dans des situations pittoresques. Le plus gros bust, tu veux dire? Moi, je mettrais quand même Kwame. Kwame devant Michael? Moi, je vais dire Olowokanji. Le plus gros bust. Allez, moi, je vais dire Olowokanji parce qu'il était tellement nul qu'il aurait pu être numéro 1 de la draft 2000, je pense. La draft 2000 de Samuel. Ah, purée. Je pense que Olowokanji aurait pu être numéro 1, genre avec un bon trophée, tu vois. Je pense qu'il le méritait, cette draft 2000. Ça aurait été beau. Non, mais pour moi, franchement, la plus grande démerde entre les deux. Allez, Olowokanji devant, je suis désolé.